Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou partager cet épisode. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast et de faire briller l'écosystème Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Franck Mouton, CEO de Terranexus et président de France Biotech. En 2 mots, et parce que Franck nous en parlera mieux que moi, Terranexus est une biotech au stade clinique, issue du CEA, et qui développe des candidats médicaments pour le traitement de maladies du système nerveux, donc comme Parkinson ou la maladie de Batten. Terranexus s'appuie dans la conception sur la combinaison de substances déjà homologuées. Et d'un autre côté, France Biotech, c'est une association qui anime l'écosystème Health Tech, mais c'est surtout l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. France Biotech contribue à relever les défis de la Health Tech et à proposer des solutions concrètes en termes de compétitivité et d'attractivité. Bonne écoute à vous. Bonjour Franck, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Donc, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Je dois dire que ça a été extrêmement frustrant de préparer l'épisode parce que justement j'avais plein de questions à te poser, donc j'ai dû faire une sélection. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et présenter ton parcours ? Bonjour Mériadec, merci beaucoup pour ta confiance et évidemment moi je suis très honoré qu'on puisse avoir cet échange et je suis extrêmement impressionné par la dimension que tu donnes justement à cette relation avec la sphère étudiante Health Tech, donc merci à toi. Donc mon parcours, donc moi je suis normalien de formation avec un parcours scientifique à la base, ensuite parcours de chercheur au sein du commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des maladies neurodégénératives, sur en particulier maladie à prions, maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et c'est dans le cadre des recherches que je menais avec Mathieu Charveria, qui était chercheur aussi dans mon équipe, que nous avons identifié la technologie Terranexus et qui a conduit justement à la création de cette entreprise. Donc voilà, un parcours très académique, puis ensuite un passage de la sphère académique à la création de start-up. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette passerelle entre le monde de la recherche académique et le monde de l'entrepreneuriat ? Et est-ce que ce grand écart, il n'a pas été très dur à faire ? Alors, je dirais qu'on a été particulièrement privilégiés, Mathieu Charveria et moi-même, parce qu'on a bénéficié d'un environnement au CEA qui est quand même extrêmement propice à la dimension de développement et de valorisation des innovations qui sont issues des laboratoires. Donc, je tiens quand même là-dessus à indiquer qu'on avait quand même un certain nombre d'éléments extrêmement favorables pour entourer le projet. Donc évidemment, ça n'est pas une mince affaire de partir dans cette dimension-là, mais comme on était très très bien accompagné, je dirais que ça a été vécu plutôt de façon très positive. Et puis c'est effectivement très exaltant, et ça répond à ta première question, qui est qu'on avait identifié un mécanisme d'action qui n'avait jamais été observé jusque-là, et que de pouvoir mettre de façon concrète en pratique pour servir les besoins médicaux une innovation qui sort d'une recherche, c'est quelque chose d'assez exaltant et sans doute d'assez unique dans une vie de chercheur. Et donc évidemment, Mathieu et moi, lorsque nous avons eu cette opportunité, après avoir évidemment consolidé toute la partie propriété intellectuelle, de partir sur ce projet de création d'entreprise, était une aventure à la fois humaine, scientifique, technologique, médicale, qui était à nos yeux assez unique. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que c'est un peu le but ultime du chercheur de faire sa découverte et puis de réussir à la pousser vers le monde économique jusqu'au bout. Donc je te poserai peut-être la question un petit peu plus tard dans l'échange. Mais comme tu viens de parler de Terranexus, est-ce que tu peux nous présenter ce que vous faites avec Terranexus
et comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se cache derrière ce beau nom d'entreprise. Merci beaucoup. Terra Nexus, donc c'est une société que Mathieu et moi avons créée, en mars 2013, qui est un essaimage du Commissariat à l'énergie atomique, qui, dispose, de l'ensemble de la propriété intellectuelle, et du savoir-faire que nous avions, développé, dans le cadre de nos recherches pour l'exploitation de ces technologies. Ces technologies, en fait, elles consistent, à, agir sur, l'interaction entre les cellules gliales de notre cerveau, qui sont donc une partie non négligeable, puisque en nombre de cellules, ça correspond à 50% de la masse de notre cerveau, et qui jouent un rôle très très important dans la régulation fine de l'activité neuronale. Et on sait que l'activité neuronale porte la fonction de notre cerveau à travers les réseaux, etc. Et en fait, la cible que nous visions, c'est justement cette interaction entre l'activité gliale et l'activité neuronale, pour apporter des solutions aux besoins médicaux dans le domaine de la neurologie. Partant de cet aspect-là, on a ensuite décliné une plateforme propriétaire qui consiste à identifier, découvrir, qualifier, spécifier, caractériser des candidats médicaments qui agissent justement sur cette interaction neurone-glie dans différentes conditions, des conditions physiologiques, en réponse au traitement, des conditions pathologiques, telles on l'a actuellement dans nos portefeuilles sur un certain nombre de maladies, dont des maladies lysosomales qui sont des maladies extrêmement graves, invalidantes chez l'enfant. Et donc on a décliné justement cette technologie à travers une plateforme qui consiste à tester in vitro puis in vivo, avec aussi une dimension in silico, nos candidats médicaments sur cette modalité d'interaction entre cellules neuronales et cellules gliales. Est-ce que tu peux nous définir peut-être encore plus précisément le terme plateforme? Parce que je sais que c'est un terme qui est régulièrement utilisé dans le monde des biotech, mais c'est difficile de concevoir ce qu'il y a derrière, notamment dans ce domaine-là. En fait, voilà, effectivement, beaucoup de concepts peuvent effectivement être hébergés par la notion de plateforme. Dans notre cas, il s'agit d'avoir un certain nombre de modèles in vitro, de modèles in vivo et de modèles aussi in silico qui permettent de découvrir des candidats médicaments sur une modalité particulière. Nous, la modalité que nous avons retenue, c'est justement tout ce qui est interaction neurone-glie dans un contexte de réponse au traitement ou de maladie. Et en créant justement ces modèles, en les qualifiant, on a à la fois de la propriété intellectuelle, une avance technologique, et en fait, ça correspond à du criblage, de la discovery, jusqu'à l'établissement d'une preuve de concept préclinique qui permet ensuite de dire, on a un corpus suffisant d'informations, de données, qui rejoignent à la fois des données scientifiques, des données pharmacologiques et un environnement médico-économique qui est favorable et qui ensuite entraîne le développement de ces candidats médicaments dans un développement clinique chez l'homme et chez le patient. Voilà en quoi, en tout cas, consiste notre plateforme. Elle intègre évidemment plusieurs dimensions, parce qu'elle intègre la dimension très expérimentale, mais elle intègre aussi une dimension capacité de développement clinique et intelligence médico-économique. Je m'explique, c'est-à-dire que une fois que on fait un certain nombre de choix, d'indications, de mécanismes d'action, et ces indications et mécanismes d'action sont aussi portés par un enrichissement de la réflexion qui n'est pas qu'expérimentale, par une réflexion médicale qui est de dire est-ce qu'on sera en capacité de pouvoir démontrer un apport de valeur médicale dans cette indication et qu'est-ce que ça implique de pouvoir démontrer un apport de valeur médicale dans cette indication et est-ce que cet apport de valeur médicale va se traduire d'un point de vue médico-économique pour la société. Donc tout ça est intégré dans la réflexion, mais il y a une grosse part effectivement très expérimentale sur la plateforme. Et la plateforme, en l'occurrence, est complètement opérée par Mathieu Charveria, qui est donc le cofondateur, directeur scientifique, et la plateforme s'appelle Neurolid. D'accord. Je pense que tu viens de lire dans mes pensées parce que c'est exactement la question suivante que j'allais te poser. C'était de comment gérer l'orientation des recherches, qui s'en occupait et comment finalement, qui décide de l'orientation à prendre stratégiquement, économiquement, etc.
Alors, c'est d'abord beaucoup de consultations, et c'est le gros enjeu justement de sociétés comme de sociétés de biotech. C'est vraiment de bien choisir le couple produit-indication et la façon de le développer, de maximiser les chances de succès et d'arriver à démontrer un apport de valeur médicale qui va se traduire à la fois en bénéfice médical et en un environnement médico-économique favorable pour le développement. Et donc ça, forcément, ça implique un certain nombre d'acteurs, des acteurs en interne Terranexus, que sont la direction scientifique, la direction clinique et la direction du business développement et de toute la partie, on va dire, médico-économique, qui rejoint, c'est la même direction, qui est donc, en l'occurrence, occupée par Julien Vess, qui est notre directeur du business développement, mais qui aussi adresse toute la partie, on va dire, intelligence concurrentielle, compréhension de l'environnement, intelligence médico-économique, qui doit entourer justement ces décisions. Et la décision, en fait, se fait après, au niveau du comité de direction de l'entreprise, et en l'occurrence, l'arbitrage se fait par mes soins, en lien avec notre conseil d'administration, évidemment. D'accord. Est-ce que c'est une question qui me vient comme ça, est-ce que les investisseurs, les personnes qui vous suivent, elles ont un mot à dire dans ces stratégies-là? Alors évidemment, hein, nos investisseurs, on les rencontre régulièrement, donc la société est cotée, donc on a des investisseurs institutionnels et puis des investisseurs grand public, personnes physiques, qui peuvent nous rencontrer lors des assemblées générales, et on présente un certain nombre d'éléments, à la fois des avancées des produits et des éléments aussi financiers de la société. Et donc là-dessus, évidemment, ils nous interrogent. Et on a ces interactions à travers notre communication, qui doit être une communication très régulière, puisque étant coté, on a un certain nombre d'obligations de communication régulières, à la fois financières et sur nos activités, dès que les activités présentent l'opportunité d'une communication et doivent être transmises à l'ensemble de nos actionnaires. D'accord, bah justement, on reviendra peut-être sur cette partie-là un petit peu plus tard, parce que je sais que j'ai une question des auditeurs qui revient régulièrement à propos des cotations en bourse. Mais avant ça, j'ai justement des questions sur les challenges que vous avez relevés avec Terranexus, et notamment au tout début. Comment c'est passé? Parce que je sais que vous avez négocié les licences avec le CEA, et c'est des questions qui se posent souvent dans le monde de la valorisation, notamment donc j'ai eu plusieurs personnes sur le podcast à ce sujet-là. Comment ça se passe la négociation avec un acteur, avec un institut de recherche comme le CEA? Ouais, effectivement, donc bon après il s'avère que, comme je te l'ai indiqué, Mathieu et moi, nous étions dans un environnement qui était, très favorable. Donc d'abord, à travers le dispositif à l'essaimage du CEA, les porteurs de projets, et la petite équipe projet qui était autour, ont été, lourdement accompagnés. Et dans cet accompagnement, il y avait évidemment aussi cette étape de négociation. Alors on n'évite pas les étapes de négociation qui peuvent être parfois un peu dures, où on doit ferrailler pour le partage de valeur, mais quoi qu'il en soit, on a pu aboutir à un accord qui est tout à fait équilibré et qui permet justement à Terranexus de pouvoir bénéficier de l'ensemble de la propriété intellectuelle qui avait été déposée par le CEA, et de pouvoir justement bénéficier d'une exclusivité et d'un certain nombre de barrières à l'entrée qui ont rassuré les investisseurs au moment des due diligence, donc qui montraient effectivement toute la pertinence de la stratégie de propriété intellectuelle qui avait été arrêtée avec le CEA. Cette étape-là, en tout cas, nous, et c'est ce que je recommanderais, c'est qu'on s'est fait accompagner par quelqu'un qui avait déjà réalisé des licences dans le domaine de la biotech. En l'occurrence, c'était donc une avocate qui nous a accompagnés et qui a évidemment joué ce rôle de tiers de confiance, et ça, c'est extrêmement important. D'autre part, on a pu travailler, et ça c'est très important, en transparence avec le CEA, forcément, puisque de toute façon on travaillait au sein de ces structures. Mais je pense que ça, c'est vraiment une recommandation à avoir, c'est-à-dire qu'avant de passer dans la phase de négociation, il est impératif d'établir avec le propriétaire de la propriété intellectuelle ce que nous allons faire de cette propriété intellectuelle, c'est-à-dire d'établir le plan de développement et le modèle d'affaires que nous souhaitons mettre en œuvre,
vers quoi nous allons faire les premiers choix, comment nous envisageons le déploiement de l'entreprise. En tout cas, de partager cette information qui permet de bien se mettre d'accord sur quel va être le process de valorisation de l'actif qui nous est confié. Donc, il y a cette étape préalable qui est de dire, voilà ce qu'on connaît de l'actif, voilà où on en est, voilà ce qu'on maîtrise en termes d'information et de qualification de la propriété intellectuelle, propriété industrielle de notre technologie, voilà où on veut l'emmener, voilà pourquoi, voilà quels moyens nous allons nous donner pour pouvoir y arriver. Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, c'est beaucoup plus simple de rentrer dans une phase de négociation où là, effectivement, on va être dans les purs des conditions du marché. Et là encore, d'aller chercher des informations de terrain qui permettent de dire bah, un partage de valeur de cette nature-là, on en a déjà vu, c'est considéré comme étant dans l'esprit du marché, et donc les investisseurs ne vont pas considérer qu'il y a un déséquilibre en faveur de l'un ou l'autre des acteurs, etc. Et donc voilà, donc ça c'est très important, ça prend un peu de temps parce qu'il faut travailler sur ces sujets, et puis c'est des étapes de négociation qui sont nécessaires. Mais je dirais que globalement, ça s'est très bien passé pour nous. Mais encore une fois, on avait structuré avec cette dimension préalable qui était de dire voilà où on en est sur l'actif, voilà ce qu'on en sait. Maintenant, voilà ce que nous souhaitons en faire, voilà jusqu'où nous souhaitons les emmener, voilà les options qu'on s'est données. Et à partir de là, on peut se mettre d'accord sur une phase de négociation. Ok, bah c'est très clair, c'est vrai que c'est des grosses questions, ces questions de négociation. Et pour continuer justement dans le développement de Terranexus et les challenges auxquels vous avez fait face, j'ai une très grosse question, c'est quoi le plus gros challenge pour une biotech? Je pense que le plus gros challenge, c'est d'arriver, à mettre en adéquation, une équipe avec, une ambition industrielle et une capacité d'exécution. Parce que quand on sort de la sphère académique, on n'a pas forcément ces métriques-là en tête, on ne connaît pas forcément le monde du développement, pharmaceutique, et le monde des exigences industrielles pharmaceutiques. Et donc c'est ça le plus gros challenge, c'est vraiment d'arriver, à aligner, enfin en tout cas de coordonner ces 3 dimensions, à savoir, équipe opérationnelle, et stratégique, ambition industrielle et capacité d'exécution. D'accord. Est-ce que la recherche de fonds, ça rentre dans les challenges d'une biotech? Parce que je sais que ça doit être assez compliqué de rassurer un investisseur, sachant que les biotech, c'est quand même quelque chose de, on va dire, de risqué. Non, non, c'est évident, c'est un domaine, qui est particulier parce que c'est un domaine, où les développements sont longs, sont coûteux et peuvent être risqués. Donc ça effectivement, l'ensemble des investisseurs, sont très conscients de cela. Et alors il existe évidemment, un parterre d'investisseurs, institutionnels spécialisés dans le domaine de la santé et en particulier dans les biotech. Donc on s'adresse à des gens qui ne font que de l'investissement dans ce domaine-là. Donc, on a déjà de toute façon ce biais-là. Après, c'est effectivement leur apporter suffisamment d'éléments, à la fois scientifiques, technologiques, de stratégie de développement, du pourquoi on a choisi cette application-là, pourquoi on veut l'emmener là, pourquoi sur cette population de patients, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'effectivement, les ambitions qui sont portées ont une forte capacité de valorisation industrielle, mais également abaissent le niveau de risque parce qu'on maîtrise telle information, etc. Et donc c'est qualifier au maximum à la fois le choix, pourquoi on fait ce choix et pourquoi pas un autre. Donc ça c'est très important d'avoir vraiment une analyse systématique de ces choses-là, la plus systématique possible. On n'avait évidemment pas la capacité de s'équiper comme le ferait un gros industriel, mais quoi qu'il en soit, il faut faire ce travail-là avant d'aller se présenter aux investisseurs, et ensuite les rassurer sur, une fois qu'on a choisi cette indication, comment on va faire le développement, combien ça va coûter, et quelle est l'ambition de valorisation qu'on peut espérer à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment des informations qu'il faut apporter, et c'est le gros travail. Donc il n'y a pas de mystère, hein. Et puis il faut rassurer aussi sur l'équipe. Et donc nous, on a eu la chance, Mathieu et moi, là encore, d'être entourés de très belles fées dès le départ, qui se sont penchés sur le berceau de Terranexus et qui nous ont apporté justement cette dimension d'expertise industrielle, d'ambition industrielle, de qualification pour pouvoir justement faire nos choix, et les faire en ayant toutes ces dimensions
à intégrer, dimension propriété intellectuelle, financière, réglementaire, market access, développement clinique, environnement concurrentiel, enfin et cetera. Donc tout ça, ça a été des travaux qu'on a menés, entre la création et la levée de fonds qui a eu lieu en octobre, la première levée de fonds qui a eu lieu en octobre 2014. Et donc ça nous a pris effectivement beaucoup de travail. Et puis, comme je te l'ai indiqué, le dispositif à l'essaimage nous a permis aussi, en amont de la création d'entreprise, de pouvoir s'entourer et qualifier déjà un certain nombre de ces questions. Ok, bah tu réponds à mes questions même avant que je les pose, donc c'est super. Et j'ai une question, bah justement, celle-ci elle est vraiment plutôt personnelle. Quel est ton objectif à terme avec Terra Nexus? Est-ce que ça va être de vendre à un Big Pharma ou est-ce que tu as envie d'aller jusqu'au bout, de te dire que tu as développé ton médicament de A à Z? Non, là-dessus, l'objectif, c'est évidemment une aventure industrielle qu'on aimerait avancer. Alors là-dessus, il y a un certain nombre d'options, mais globalement, on est fermé à aucune opportunité industrielle. Ok. Donc, je dirais que ça dépend des modèles. Typiquement, on a un produit dans la maladie de Parkinson. C'est un produit qu'on ambitionne de partenariser pour conduire le développement et la commercialisation, parce que ce sont des indications qui nécessitent d'être adossées à des partenaires qui ont vraiment la capacité de réaliser cela. En revanche, sur la maladie de Batten, qui est une maladie pédiatrique orpheline, où là, effectivement, le développement est particulier. On est sur une population qui est beaucoup plus étroite, et en l'occurrence, une des ambitions de Terra Nexus, c'est d'emmener le produit en propre jusqu'à la commercialisation. Donc ça dépend aussi des pathologies qu'on adresse, du type de produit, etc. Donc en l'occurrence, là aujourd'hui, les options restent ouvertes et c'est ce que nous avons souhaité depuis le début de l'aventure. D'accord, OK, bah, c'est très clair parce que je me faisais peut-être à tort l'idée que, bah, il y avait que 2 grandes voies, mais finalement, bah, on voit bien qu'il y a, bah, soit l'un, soit l'autre ou même les 2 ensemble. Donc c'est vraiment, bah, c'est vraiment beh, merci pour cette réponse. Et peut-être une autre question, personnelle, est-ce que ça te manque pas un petit peu d'être à la paillasse, de faire tes recherches, toi-même? Parce que maintenant tu as dû prendre un petit peu, bah, en hauteur vu que c'est toi qui t'occupes de la stratégie de l'entreprise. Non, 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 il y a pas une journée qui se ressemble, dans une aventure comme Terra Nexus, donc j'ai eu très peur de cela, parce que j'aimais beaucoup, le travail expérimental et le travail de recherche. Heu, j'ai la chance, d'avoir effectivement, dans Terra Nexus une équipe de R&D qui est absolument formidable et qui me tient informé, très régulièrement des avancées. Donc ça me permet quand même de garder cet ancrage, même si c'est un peu différent. Mais je dirais qu'il y a c'est tellement exaltant, cette aventure, humaine, qui permet d'intégrer l'ensemble, des dimensions, hein, des dimensions évidemment recherche telles qu'on l'a, décrites, tout à l'heure, les dimensions, médicales, les dimensions, managériales parce que c'est aussi une équipe, qu'il faut souder, qu'il faut fédérer, qu'il faut entraîner, engager, qu'il faut suivre, qu'il faut faire progresser, qu'il faut aussi, que chaque personne se déploie. Donc c'est aussi, une aventure humaine qui est incroyable, donc sur le plan ressources humaines. Sur le plan, financier aussi, ça nécessite de lever des fonds, de parler aux investisseurs. Sur les enjeux partenariaux avec les industriels, c'est extrêmement, intéressant et ça permet aussi, énormément de se professionnaliser, d'avoir ces interactions-là. La dimension propriété intellectuelle, la dimension juridique, la dimension corporate, la dimension de gouvernance. Donc, si tu veux, il y a pas, comme je te le disais, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Donc, il y a évidemment aucun regret parce que justement cette dimension-là est une dimension qui est extrêmement intéressante. J'apprends tous les jours et c'est voilà, enfin c'est extrêmement intéressant. Donc non, pas de regret particulier. Et je te dis, la société reste avec de toute façon un très fort ancrage scientifique et technologique. Donc, OK, bah, top. Et une petite dernière question sur Terra Nexus avant de parler de France Biotech, ton autre casquette. Quelle est ta plus grande fierté avec Terra Nexus? Et une autre question, son inverse, celle-ci elle m'intéresse beaucoup d'un point de vue entrepreneurial. Quel est ton plus grand regret avec Terra Nexus? Quelque chose peut-être que tu n'aurais pas pu faire? ma plus grande fierté, je dirais que c'est vraiment
l'équipe que nous avons constituée, ça c'est vraiment quelque chose qui est, enfin, pour moi, une très forte réussite d'avoir réussi à s'entourer d'autant de talents. J'en suis vraiment très fier. Et c'est évidemment un levier extrêmement fort pour le déploiement de nos innovations. Heu, Difficile de parler de plus gros regrets. Elle est difficile comme question. Je vais pas cacher que. Non, mais c'est en fait, je dirais, je pense qu'on aimerait faire beaucoup plus de choses. C'est plutôt ça que je dirais, c'est-à-dire on est toujours dans une dimension d'entreprise qui reste petite, de devoir se restreindre et de faire des choix. C'est là où c'est sans doute le plus difficile, c'est que il y a des choses extraordinaires à lancer et qu'on est obligé de les lancer de façon séquentielle et qu'on aimerait les lancer en parallèle pour justement maximiser les opportunités de voir les solutions arriver aux patients. C'est sans doute effectivement un regret, c'est de ne pas toujours avoir la capacité de devoir faire des arbitrages et des arbitrages qui sont vraiment pas évidents. D'aller vers le séquencement plutôt que les aspects parallèles, et ça n'est qu'une histoire de moyens. Donc évidemment, beaucoup d'efforts et d'enthousiasme pour pouvoir se donner justement ces moyens-là et de disposer de suffisamment de surface à la fois en ressources humaines et de surface financière pour pouvoir lancer le plus d'innovation auprès des patients. Je pense que c'est vraiment sans doute effectivement une frustration plus qu'un regret. D'accord, ouais, oui, bah, c'est très clair. C'est vrai que ça m'étonne pas du tout, vu que les temps de développement ils sont très longs. Ouais, ça doit être assez frustrant. Maintenant, on va passer sur ta deuxième casquette qui est aussi incroyable parce que tu fais vraiment énormément de choses. Donc, tu es aussi le président de France Biotech. Est-ce que tu peux nous présenter France Biotech? Quelles sont ses missions et peut-être pourquoi tu as pris cette casquette-là? Alors d'abord, je tiens à dire que c'est France Biotech qui fait énormément de choses et que c'est une équipe avant tout. Là encore, et c'est pas moi qui l'ai constituée, mais c'est une grande fierté d'œuvrer aux côtés de cette équipe qui est absolument formidable et que j'invite tous les chercheurs innovateurs à venir rencontrer l'équipe parce qu'elle peut leur apporter énormément. C'est donc France Biotech est une association qui va fêter ses 25 ans en 2022, donc c'est une association qui a vraiment beaucoup de recul, qui a été fondée par les pionniers de l'innovation santé en France et qui aujourd'hui anime l'écosystème des entrepreneurs de la health tech, que ce soit biotech, medtech et e-santé. En France, tu as aujourd'hui à peu près 2000 entreprises de ce secteur-là, à peu près 700-800 biotech, un peu plus d'un millier de sociétés qui développent des dispositifs médicaux, que ce soit des dispositifs médicaux de diagnostic thérapeutiques, et des solutions de e-santé, comme tu le sais, qui sont en très forte croissance aujourd'hui. Et je dirais que l'énorme atout de France Biotech, c'est justement de fédérer cet écosystème de ces différentes voies technologiques qui aujourd'hui ont absolument besoin de se parler. Et là aussi, je trouve que c'est vraiment une originalité et c'est une grande force de France Biotech, c'est que les biotech, les medtech et les solutions de e-santé ont des problématiques communes, ont des spécificités, mais aussi peuvent beaucoup se parler parce que, tu le sais très bien, l'avenir va être sur une médecine intégrée qui va intégrer sans doute des dispositifs qui vont apporter des médicaments et qui vont être suivis à distance par des solutions de e-santé. Donc cette intégration-là globale du soin à travers l'innovation, pour moi, elle est extrêmement importante. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite au sein de France Biotech et qui intègre l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, qui va de l'académique jusqu'au marché. Là aussi, c'est quelque chose d'assez unique hein, parce que on a justement beaucoup de liens avec la sphère académique. On a beaucoup de liens aussi avec tout ce qui est développement préclinique, développement clinique, et enfin des discussions évidemment avec le régulateur, le payeur et l'évaluateur sur la dimension prise en charge par notre système de santé. Donc voilà, c'est passionnant. Les missions, on va dire, évidentes d'une association comme France Biotech,
c'est évidemment d'alimenter tous les entrepreneurs de modification de leur environnement qui aurait un impact sur leur compétitivité ou sur leur attractivité. Donc à savoir sur le plan fiscal, légal, financier, réglementaire, et en particulier dans les dimensions technologiques, puisque ça peut être des médicaments de thérapie innovantes, des dispositifs médicaux, du diagnostic, de la e-santé. Donc on adresse ces différents sujets-là à travers 9 commissions et 3. D'accord, mais par rapport à ça, voilà. Ok, bah, excuse-moi, je t'ai coupé pile poil au moment où t'allais dire ce que j'allais te poser comme question, de savoir justement comment vous travaillez, est-ce que vous aviez des groupes de travail, etc. Donc, désolé de t'avoir coupé. Oui, donc en fait, donc il y a une équipe, il y a une équipe de 7 personnes plein temps qui travaillent de façon formidable. Vraiment, enfin, je salue l'engagement et la détermination pour faire en sorte que nos entrepreneurs soient entourés de la meilleure façon. Donc, un grand bravo à l'équipe de France Biotech et en particulier à son délégué général Olivier Chabanon. Donc, qui anime justement 9 commissions et 3 groupes de travail. Et ces 9 commissions et 3 groupes de travail ont donc 2 missions principales. La mission d'alimenter les entrepreneurs dans ces différentes dimensions. Donc, on a des commissions ressources humaines, de commissions business développement, commission médicaments de thérapie innovante et bioproduction, commission dispositifs médicaux, commission e-santé. On a le carré des juristes, qui est une commission qui est transversale sur les aspects justement juridiques qui concernent effectivement tous ces aspects. La commission corporate finance sur tous les aspects de financement et on va dire plutôt des aspects de fiscalité de l'innovation. Et puis des groupes de travail, un groupe de travail market access qui justement intègre les 3 dimensions technologiques avec l'ambition d'apporter des informations extrêmement précises à nos entrepreneurs sur les accès au marché, que ce soit le marché français ou les marchés porteurs internationaux, pour favoriser le déploiement des innovations à l'export pour les marchés internationaux et en interne sur le marché français. Un groupe de travail sur les essais cliniques, là encore, c'est-à-dire quels sont les tuyaux de développement et comment faire en sorte d'informer nos entrepreneurs de tout ce qui se passe sur le plan du développement, quelles sont les considérations réglementaires, quelles sont les considérations organisationnelles, administratives, etc. Et enfin, un groupe de travail sur les partenariats publics-privés et donc l'ancrage fort justement sur l'académique, le fait que nos innovations sont majoritairement issues de la sphère académique et qu'on continue à les perfectionner à travers ces partenariats. Ça, c'est la première mission principale, c'est-à-dire d'alimenter nos entrepreneurs d'informations, comme tu vois, très spécifiques de chaque aspect du développement de nos entreprises. Et d'autre part, et ça c'est une mission qui m'est plutôt adressée, qui est la mission de relation avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que cet environnement soit beaucoup plus propice, beaucoup plus compétitif, beaucoup plus attractif dans le temps. Et évidemment, les propositions qui ont été retenues par le président de la République dans le cadre du CSIS 2021 sont de nature, à mon sens, à changer la donne sur les prochaines années et on doit s'en réjouir et surtout y contribuer pour que ce soit le plus efficient possible. Donc voilà un peu les missions de France Biotech. Au quotidien, tu es amené à rencontrer des personnes du ministère de la Santé, de l'enseignement supérieur, etc. Des 3 tutelles, en fait, la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances et la tutelle évidemment du ministère de la Santé. Donc vraiment ces 3 ministères-là. Alors après, on a d'autres ministères avec lesquels on échange et c'est aussi très très important. Il y a le ministère des Affaires étrangères sur toute la partie diplomatie économique pour justement, comme je te l'indiquais, faire en sorte que nos entreprises aussi se déploient à l'export. Qu'on arrive à attirer aussi des investisseurs internationaux à venir regarder nos innovations. Et aussi le ministère de l'Emploi, comme tu as pu le voir typiquement, tu l'as vu à l'œuvre dans le cadre de la coalition étudiant qu'on a pu mettre en place. Sache qu'on a eu justement beaucoup d'interactions avec les services du ministère de l'Emploi pour justement inscrire dans la durée la relation entre France Biotech et les enjeux justement de tout ce qui est employabilité, puisque à l'horizon 2030, si on arrive à maintenir le rythme du développement de notre écosystème, c'est un écosystème qui
qui va être pourvoyeur d'environ 150 000 emplois. Donc il faut absolument qu'on se coordonne avec les cycles de formation pour que ce soit le plus adapté aux besoins directs de l'écosystème, dans le temps, en logique aussi avec les stratégies d'accélération qui sont soutenues par le gouvernement dans la bioproduction, les médicaments de thérapie innovante, dans la partie intelligence artificielle et santé, et la data en santé va être aussi un enjeu extrêmement important, la partie maladies infectieuses émergentes, comme on a pu le voir, etc. Donc tout ça est coordonné dans une vision évidemment de faire en sorte que la ressource humaine qui est clé dans ces histoires soit la plus efficiente possible. D'accord. Et quel regard peut-être tu portes justement sur ton parcours? Parce que finalement, tu t'étais parti pour une carrière de chercheur et là, tu te retrouves à discuter avec des personnes au ministère de la Santé, peut-être même le ministre en direct. Quel regard tu portes sur ce parcours qui est assez incroyable? Non, non, enfin, il y a rien d'incroyable. Je pense que c'est simplement l'intérêt qui porte. Il y a pas de, enfin, et puis on est très entouré. Enfin, il y a des sachants autour de moi qui connaissent parfaitement ces sujets et qui accompagnent l'ensemble de ces propositions et des interactions. Donc non, non, ça ne demande pas une connaissance encyclopédique. En revanche, il faut effectivement intégrer l'ensemble de ces dimensions pour proposer une vision un peu d'ensemble. Et une stratégie cohérente pour l'ensemble de nos acteurs. Mais je dirais que simplement c'est passionnant. Enfin, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça a été, je pense que la curiosité mène beaucoup l'énergie que je peux y mettre. Donc voilà, il n'y a pas tellement de mystère. C'est pas quelque chose que tu aurais Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais imaginé quand tu as commencé quand tu as commencé au CEA par Non, exemple? absolument Pas du pas. tout. Ok. Non, non, absolument pas, absolument pas. J'étais passionné par le monde de la recherche. Je le reste encore, vraiment. Enfin, c'est un domaine, le domaine biomédical et la science et la science en général sont des domaines qui, évidemment, pour moi, sont des vecteurs de progrès. Donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Mais, enfin voilà, tout ce qui est environnement, stratégie, mettre les moyens qui permettent justement l'émergence et le développement de cette science au service d'une cause qui est quand même incroyable, de pouvoir travailler dans le domaine de la santé. On fait à la fois de la science et on sert un domaine qui est notre santé. Donc quelque part, enfin voilà, c'est quand même ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Ah bah, je te rejoins complètement sur ce point-là. Donc bah, merci en tout cas pour toutes ces réponses. Et pour finir, j'ai trois petites questions un peu plus légères peut-être. Et une première, est-ce que tu observes avec ton regard des grandes tendances de la health tech? Donc quelles sont les futures grandes tendances que tu observes? Alors les grandes tendances, encore une fois, hein, il y a rien de particulier là-dessus. Je pense que on voit bien que on est en train d'abaisser un certain nombre de barrières à différents niveaux. Les barrières des disciplines, c'est un domaine qui intègre de nombreuses disciplines aujourd'hui et ça va vraiment être l'avenir de ce domaine, c'est justement cette interdisciplinarité physique, chimie, sociologique, sociétale, biologique, médicale, environnementale, santé animale, on le voit. Enfin voilà, donc je pense que mathématiques, informatique, données, etc. Donc on voit que les silos, les barrières sont en train de s'abaisser justement parce que c'est absolument nécessaire de pouvoir intégrer ces différentes disciplines et donc les compétences qui vont avec. Donc ça, moi, et c'est très très réjouissant parce que ça donne à la fois un terreau d'émergence, d'innovation et de conditions favorables justement à l'émergence de nouvelles compréhensions, de nouveaux savoirs. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant en termes de ce qui est en train de se mettre en place. Je dirais aussi sur les grandes tendances, évidemment, d'un point de vue médical, je pense que on voit que de plus en plus de citoyens souhaitent s'impliquer dans leur santé, c'est-à-dire ne pas être que simplement qu'un patient, c'est aussi être un acteur dans sa propre prise en charge.
Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que la vision de l'utilisateur est toujours extrêmement importante pour le développement et le déploiement des innovations. Et donc, je trouve que ça, c'est aussi une évolution qui est extrêmement intéressante. Donc, la voix du citoyen dans l'innovation santé et dans les grandes évolutions de notre système de santé et de la prise en charge individuelle et collective. Et puis, cette médecine qui devient de plus en plus précise, qui va être pour certaines directement liée à son propre environnement génétique, à son propre environnement biologique, où on a une médecine personnalisée, et ça c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, donc la dimension interdisciplinaire, la dimension citoyenne, interdisciplinaire et intégrée, qui intègre l'ensemble de la santé. On le voit, la notion de One Health aujourd'hui, la dimension donc santé humaine, santé animale, santé environnementale et préventive, hein. Il y a vraiment cet aspect-là, on le voit bien, hein, c'est-à-dire que, et quand je parle justement de cette continuité entre cette notion de One Health et cette notion de citoyen impliqué dans sa santé, il y a évidemment tout ce qui est prévention, il y a tout ce qui est compréhension justement des mécanismes de cause et de conséquences, et puis enfin cette personnalisation qui va apporter effectivement des révolutions complètes dans le domaine de la santé. Et est-ce que tu aurais un conseil concret pour quelqu'un qui voudrait entreprendre dans ce super écosystème qui est l'écosystème HealthTech? D'y aller d'abord, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'innovateurs, il faut se lancer, il faut être bien accompagné, surtout, c'est la première chose, hein, ça va dire de vraiment bien s'entourer, ne pas être seul et bien qualifier ses choix, et évidemment de rentrer en contact avec France Biotech, parce que moi, c'est comme ça aussi que ça m'a apporté. Oui, c'est vrai que c'est une question que j'ai pas posée. Comment on fait pour rentrer en contact avec France Biotech, peut-être pour nos auditeurs? Directement sur internet sur france-biotech.org, et de pouvoir directement se connecter avec les équipes, les rencontrer, et de voir. Moi, c'est comme ça, dès la création de l'entreprise, Mathieu et moi, on était adhérents de France Biotech pour pouvoir justement bénéficier de cet environnement. Moi, ça m'a beaucoup apporté parce que c'est un partage d'expérience avec d'autres entrepreneurs qui ont déjà fait le parcours, des investisseurs. C'est aussi comme ça que j'ai pu recruter des talents, puisque je les ai rencontrés aussi à travers France Biotech. Donc non, mais avant tout, d'y aller en étant bien entouré. C'est le conseil qu'on va retenir, donc y aller en étant bien entouré et contacter France Biotech. Et la petite dernière question, peut-être que tu l'attends, c'est la question totem du podcast, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un peu un parallèle entre les entrepreneurs et les aventuriers qui vont aller défricher des territoires inexplorés. Et donc ma question, elle est très simple, est-ce que tu as un explorateur, un aventurier préféré duquel tu pourrais t'inspirer tous les jours dans ton aventure entrepreneuriale? Et il y en a un pour qui j'ai une très profonde affection et un très profond respect, et c'est surtout quelqu'un qui est très inspirant, c'est Théodore Monod. Je connais pas du tout, donc n'hésite pas à le présenter. Donc c'est quelqu'un qui avait à la fois la dimension spirituelle et chercheur, et qui a beaucoup voyagé dans le désert pour toutes les dimensions de sciences végétales, etc., et de compréhension justement de ces environnements. Et c'est extrêmement inspirant parce que c'est très aride dans les différentes dimensions, mais ça lui apportait énormément. Et donc avec très peu de choses, et avec simplement l'observation et la patience, et voilà. Mais c'est plutôt une vision très spirituelle de cette dimension inspirante d'un aventurier. Ok, merci pour ta réponse, et merci surtout pour toutes les réponses que tu m'as données. C'est vrai que je t'ai posé beaucoup de questions. Je t'ai tenu un peu plus longtemps que les 30 minutes de prévu, donc merci beaucoup pour cet échange, Franck. En prie, un grand merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode de HealthTech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème HealthTech français.